La présentation sur les défis et priorités de l'éducation supérieure au Nicaragua sera entre les mains de M. Telemaco Talavera Siles, président de l'Université nationale agraire et promoteur des relations prioritaires et synergiques entre les universités publiques et privées et entre les universités du secteur privé, les institutions publiques. Aussi, Monsieur Philippe Letrillat, ambassadeur de France au Nicaragua et qui a eu des postes au ministère des Affaires étrangères pour le développement au Guatemala et à Cuba. Nous allons commencer par M. Telemaco Talavera Siles. Déjeuner. Nous avons très peu de temps et je vais servir de ma présentation seulement partiellement en raison du temps que nous est imparti. Et je voudrais remercier les Costa Rica ainsi que les représentants des institutions supérieures de France, d'Amérique centrale et de Belize et de République dominicaine. Très rapidement, le Nicaragua connaît une situation particulière. Je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est pire, mais chaque pays a ses forces et ses faiblesses, comme chaque institution. Et je dois parler du Nicaragua. Au Nicaragua, nous avons une situation particulière comparable à la partie nord d'Amérique centrale et par rapport à la partie au Costa Rica, au Panama. Cela concerne la sécurité. Il ne s'agit pas d'un problème d'insécurité absolue, mais nous sommes un pays où le niveau d'insécurité est très bas, la sécurité est assez élevée et nous essayons de la préserver. Étant donné notre histoire avec des conflits importants d'une part et une grande vulnérabilité aussi d'autre part en ce qui concerne les ouragans, les tsunamis, les phénomènes de sécheresse, les tremblements de terre et toutes les guerres qu'on a eues de tout genre. Mais cependant, nous considérons que le Costa Rica se trouve au meilleur moment de son histoire, non pas parce que nous n'ayons pas de problèmes, nous avons énormément de problèmes, mais nous avons fait des progrès. Les résultats on peut mesurer, quantifier les résultats. N'importe quel organisme international peut le faire, ainsi que le peuple du Nicaragua lui-même. Il nous reste un long chemin à parcourir, mais nous faisons des progrès chaque jour. Trois choses. Nous avons fait des progrès, nous avons un long chemin à parcourir, mais nous nous trouvons sur la bonne direction. Je salue également les représentants des universités publiques du Nicaragua et que je salue tout particulièrement. Dans le cas de Nicaragua, nous avons dit quelque chose. Couverture, nous n'avons une couverture que de 11%, mais nous sommes partis d'une couverture de 11%, nous avons atteint 28%, nous avons encore un grand défi de couverture. Et non seulement du point de vue géographique et numérique et en nombre, mais aussi dans les cas des secteurs et de la pertinence et de la qualité et une éducation qui devienne un droit humain et un facteur de développement. Je pourrais terminer là, car c'est un défi assez normal, à échelle différente, mais assez normal. Cependant, je voudrais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas l'éducation supérieure au Nicaragua. L'éducation supérieure au Nicaragua est à la charge d'établissements publics de l'État, d'établissements privés et qui reçoivent une subvention de l'État, ainsi que d'autres institutions entièrement privées qui ne reçoivent pas de fonds de l'État. Les 10 universités qui reçoivent des ressources de l'État constituent le Conseil national avec les représentants des étudiants, des enseignants et administratifs. Et ce sont ces 10 universités qui sont représentées au XUCA. Il y a d'autres universités qui sont privées, mais qui sont appelées des services publics. Il les signale.
une jésuite, une autre dominique, une baptiste, une catholique. Donc, c'est pluriel. Et nous avons 2 universités communautaires de la côte Caraïbe de Nicaragua qui ont cette catégorie juridique. Ensuite, il y a 47 universités privées qui sont approuvées par la loi, connues comme la loi des institutions civiles sans but lucratif, mais la loi n'accepte pas des institutions commerciales, des établissements commerciaux, quoique dans la pratique, on assure que certaines parmi ces universités ont une logique plutôt commerciale que de service social. Certaines parmi elles. Mais il y a d'autres universités qui sont presque de l'État, c'est l'université de l'armée et l'université polytechnique. Nous avons, les universités financées par l'État sont 10, qui concernent 80% des inscriptions. Et c'est les principales universités. Mais nous comprenons que les universités publiques, privées et universitaires jouent un rôle complémentaire. Les universités publiques ne pouvant pas couvrir toute la demande, et ainsi de suite. Donc, elles sont complémentaires. Il y a le Conseil national de diversité, le Conseil national des recteurs qui est intégré selon la loi par 100% des universités du pays, toutes, qu'elles soient publiques, privées ou communautaires, et aussi le CNU coordonne. Il y a le Conseil national d'évaluation et accréditation et le Conseil national des sciences et technologies et tout un cadre légal qui part de la Constitution qui assigne l'autonomie et le budget au Costa Rica. D'après la Constitution, les universités appartenant au CNU doivent recevoir 6% du budget général de la République chaque année. Et je vais ensuite faire mention à quelque chose d'important. Nous avons parlé de l'articulation du système de l'éducation, mais ce n'est que pendant les dernières années que cette articulation est réelle. Non seulement parce que nous faisons partie d'un colloque régional, mais parce que nous travaillons jour après jour à l'éducation primaire, à l'éducation secondaire, à l'éducation technique, à l'éducation supérieure, l'éducation qu'elle soit formelle ou pas. Et cela est essentiel. En ce qui concerne le sujet éducatif, nous avons des établissements juridiquement différents. Mais dans la pratique, il y a une articulation et c'est un sujet qui est sous la présidence de la République directement et qui en fait une analyse hebdomadaire très rigoureuse. Nous travaillons aussi à la transformation universitaire afin de redéfinir les cursus universitaires que le pays exige sur la base du contexte actuel au Nicaragua et dans le monde. Quelles sont les compétences, quels sont les modèles dont on a besoin. Et ainsi, on a la formation enseignante, scientifique, technologique, l'éducation présentielle ou virtuelle. Et puis une perspective, un point de vue d'internationalisation qui est clé et qui par rapport en contraste avec l'internationalisation. Et la transnationalisation est un remplacement par une institution transnationale. Ce n'est pas le cas. Dans ce cas, on passe d'une coopération horizontale internationale et c'est respectant les particularités de chacun. Nous passons de 11 à 28% de couverture, mais avec le renforcement de l'éducation de l'année dernière, entre 2015 et 2016, nous avons 25% de bacheliers en plus. Regardez bien, les universités ne pourront pas accepter 25% de plus d'élèves. Alors, nous avons par contre l'obligation d'élargir la gamme de l'éducation, mise à part l'éducation traditionnelle, l'éducation présentielle, l'éducation technique et l'éducation virtuelle, tout en garantissant la qualité de cette éducation virtuelle, afin que cela ne devienne pas une fraude virtuelle. Et c'est donc un défi très important qui se présente devant nos yeux, mais l'ambassadeur me dit
que c'est 15 minutes. Il m'a dit de parler 14 minutes, 14 et demi, et de lui laisser 30 secondes, mais ce n'est pas juste. Alors, je le salue parce qu'il n'est au Nicaragua que depuis 8 jours, mais je voudrais rapidement faire quelques réflexions valables pour le Nicaragua, pour n'importe quel pays. Quel est l'objectif final ou le but de l'éducation supérieure au niveau national et international? Le développement de nos institutions, le fait d'élever notre compétitivité, le fait d'obtenir davantage de ressources de l'État, des parents d'élèves, des entreprises, pour conserver le statu quo dans le cas des universités privées ou publiques, ou pour avoir davantage de revenus dans le cas des universités privées, indifféremment de la qualité de notre travail, ou pour justifier notre budget, ou alors tout simplement il s'agit d'augmenter nos gains, ou parce qu'il y a suffisamment de demandes, quelle que soit la qualité et l'efficacité, parce qu'il faut développer les connaissances et la technologie, parce qu'il faut former des élites de professionnels et d'enseignants. Est-ce qu'il faut avoir davantage de publications, quel qu'en soit l'usage, car les pays développés ont une publicationnite aiguë, souffrent d'une publicationnite aiguë, tandis que chez nous, on va souvent de l'autre côté et on ne donne pas la juste valeur aux publications. Est-ce que c'est pour justifier notre travail, nos postes? Est-ce que c'est pour lutter contre la pauvreté ou pour vivre dans la pauvreté? Et c'est pour le caractère durable des universités ou pour notre durabilité? C'est différent quand même. Ou c'est pas une question de conviction? Voilà. Tout cela est dit dans la conférence sur l'éducation supérieure à Carthagène en 2008, le rôle de l'éducation supérieure pour transformer avec une justice et équité la société. Depuis 2018, on aura la conférence suivante à l'occasion du manifeste de Cordoba, et cela ne va pas changer. Donc, le but essentiel, logiquement, est de construire une société plus prospère, plus juste et plus équitable, et non pas le contraire. Cela est essentiel. Mais souvent, on ne voit pas les choses de cette manière, et voilà le travail que nous essayons de faire. Dans la mesure où l'université existera pour l'université uniquement, elle n'aura plus de sens. L'université constitue cette partie vitale de la société avec laquelle elle interagit du point de vue avec les acteurs sociaux, politiques, économiques, et cela donne sa raison d'être à l'université dans la communauté internationale. De ce point de vue, pour laisser les 30 secondes à l'ambassadeur, je vais juste faire mention de ceci. Il y a quelques défis qui nous sont communs. Il faut renforcer l'éducation supérieure comme un bien public, comme un droit de l'homme, comme un facteur clé pour le développement. Il faut augmenter l'investissement dans l'éducation à tous les niveaux. Il faut renforcer, systématiser la relation entre l'université, la société et l'État, définir des programmes stratégiques prioritaires, et obtenir une université qui aille de l'avant et non pas en arrière. Non pas un pas en arrière. Cela est facile à dire, mais pas facile à faire, surtout à une période de révolution scientifique et technologique. Il me reste qu'une minute avant de conclure mon introduction. Élever la qualité et l'efficacité sociale, diversifier l'offre, créer un système qui inclut l'accréditation, la mobilité et la reconnaissance des diplômes, et profiter des avances scientifiques et du savoir. La combinaison entre la science et le savoir est essentielle. Elles ne peuvent pas s'opposer. Comment pouvons-nous utiliser les technologies de l'information et de la communication pour élever la couverture? Cela est essentiel. Claude Yoribel le disait il y a quelques années, il y a longtemps. L'université doit être une source pour apprendre. C'est facile à faire et c'est pas facile. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et tout logiquement, je veux vous dire. Moi, je vais vous dire quelque chose que j'ai dit lorsque j'étais à Bonn en Allemagne. Je n'accepte pas de m'asseoir entre les sous-développés et les développés, parce que les développés ont des problèmes très développés aussi, et peu importe la couleur de notre peau et peu importe notre emplacement géographique.
s'il y a davantage de sciences et de technologies, il y a davantage de savoir. Et voilà là le défi, car peu importe d'où vient l'éducation, elle doit être le moteur d'une transformation économique et sociale et pas un moyen pour élargir cette brèche. Au Nicaragua, nous n'avons pas la formule pour nous et encore moins pour les autres, mais nous essayons de faire du chemin un marchand. Mais il ne faut pas copier des recettes, il ne faut pas donner des recettes, et il ne faut pas être concurrent, mais complémentaire pour créer les synergies nécessaires dans ce sens. Donc voilà, je vous laisse, monsieur l'ambassadeur, les 30 secondes qui vous restent. Donc voici, quelqu'un a dit, une fois qu'on l'avait invité à faire une conférence, il était là avec son assistant et chauffeur. Alors le chauffeur, il dit, je ne pourrai pas faire ma conférence, j'ai déjà été payé et je ne peux pas faire ma conférence parce que j'ai mal à la gorge. Alors le chauffeur lui dit, ben, je peux faire votre conférence, c'est la même que vous faites tout le temps. Alors il s'est assis à l'arrière en disant qu'il était le chauffeur et son chauffeur est parti à l'avant. Le chauffeur a fait une conférence magistrale, mieux que... et puis après, il a eu une question difficile. Il a réfléchi, il a dit, maintenant, ça va être difficile pour moi. Alors, il dit, non, cette question est trop facile, je laisse mon chauffeur répondre. Merci. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Et c'est un défi de parler en si peu de temps, de parler après le recteur Talavera et parler à vous tous après seulement 8 jours au Nicaragua. Mais je vais le faire en français, comme ça vous n'allez pas me comprendre, ce sera plus facile pour moi. C'est parce que nous devons défendre notre langue. Et je souhaite commencer en vous remerciant tous d'avoir organisé cette conférence, et bien sûr en particulier notre collègue Adelino Braz et l'IFAC. C'est vraiment une opportunité formidable de se rencontrer entre représentants français et représentants des pays de toute la région pour travailler sur les questions éducatives et bien entendu, comparto plenamente lo que dijo sobre educación, rector, por supuesto. Mais avant de parler du Nicaragua et de la France, de nos relations, je souhaiterais faire un petit détour régional parce que je crois que c'est important que vous sachiez tous dans cette salle que nous travaillons en réseau. L'action de la France en Amérique centrale s'appuie sur des réseaux locaux. Digo que trabajamos con redes y son redes de cooperación, no de transnacionalización, no recuerdo bien la palabra, de coopération. Un réseau centra-américain, bien entendu, avec l'IFAC, notre Institut français d'Amérique centrale, action culturelle, action de coopération, coopération universitaire, coopération technique. Vous connaissez tous l'IFAC, bien entendu. Au-delà, n'oublions pas le Centre d'études mexicaines et centra-américaines, le CEMCA, qui est basé au Mexique et qui a une antenne au Guatemala et qui travaille sur certains domaines qui nous intéressent beaucoup. Je pense à la mobilité urbaine et à la ville durable. Nous avons également dans la région l'IRD, son directeur régional a parlé ce matin. Nous connaissons tous le CIRAD et son rôle important en matière agronomique. Et le CIRAD, je le signale, le travail avec le Conseil national des sciences et de la technologie du Nicaragua sur l'adaptation au changement climatique. Ce réseau-là, on le connaît, c'est le réseau de la région Amérique centrale. Mais à cela s'ajoute notre réseau économique, notre mission économique au Guatemala, notre mission économique au Mexique, notre réseau des conseillers français du commerce extérieur, nos chambres de commerce, et bien entendu, s'ajoute à cela encore une autre coopération que vous connaissez, dont on n'a pas beaucoup parlé pendant nos travaux, qui est la coopération décentralisée. On peut s'appuyer sur des villes et des régions de France et d'Amérique centrale. Réseau local. Ce réseau local est un peu plus vaste si on regarde vers la Caraïbe, et je souhaite signaler en particulier nos opérateurs économiques et nos opérateurs de coopération dans les Antilles, en particulier notre plateforme scientifique dans les Antilles françaises et dans la Guyane française, qui peut travailler aussi avec nous utilement, et notamment l'Université Antilles-Guyane. Au-delà, quand on va vers la métropole, eh bien, évidemment, beaucoup d'autres opérateurs, et puis toutes les universités qui sont présentes aujourd'hui et qui vous ont
parler. Alors maintenant, concernant la relation franco-nicaraguayenne, ce que je souhaite souligner, en étant dans le pays depuis simplement quelques jours, ce que j'ai observé, c'est une très forte demande de culture française au Nicaragua. Une forte demande, une forte attente peut-être, à laquelle nous répondons avec notre alliance française, qui joue un rôle très important, c'est un des centres culturels les plus importants de Managua, à laquelle nous répondons aussi avec des événements. On va accueillir l'année prochaine l'événement Centro América Cuenta, un événement littéraire extrêmement important pour l'Amérique centrale. Il se tiendra au Nicaragua et il se tiendra avec comme invité d'honneur la France autour des figures d'André Malraux et d'Albert Camus, deux grands écrivains français. Je signale également le rôle croissant de la francophonie au Nicaragua. J'ai parlé de l'Alliance française de Managua, il faut ajouter qu'elle a des filiales à Léon et à Granada, et évidemment, elle a un rôle très fort dans l'apprentissage du français, et au-delà, elle offre des cours de français sur objectifs spécifiques, ce qui peut aussi être utile pour notre action. Bien entendu, je dois mentionner le département de langue de l'université de Léon, UNAN Léon, je dois mentionner UNAN Managua, et son rôle dans la formation des professeurs de français. Et puis, je dois mentionner le lycée français Victor Hugo de Managua, qui est aujourd'hui homologué pour sa filiale S, qui j'espère va bientôt être homologué pour sa filiale ES et sa filiale L, un lycée dans lequel on a à peu près 300 élèves. Je le signale pour les universités, parce que parmi ces élèves, il y a beaucoup de Nicaraguayens, et c'est le vivier des futurs étudiants qui iront, je l'espère, en France. C'est un vivier extraordinaire pour nos universités. Enfin, j'ajoute le rôle des écoles publiques nicaraguayennes. Nous avons signé entre l'ambassade et le ministère de l'Éducation nicaraguayen le 20 avril cette année un accord important, une déclaration d'intention pour réintroduire le français dans 15 écoles publiques du département de Managua. Et là encore, nous sommes en train de créer un vivier de futurs étudiants nicaraguayens en France. Parce que dans ces 15 écoles, on a quelque chose comme 6 000 apprenants, si mes chiffres sont exacts. Donc il existe une forte visibilité de la culture française, une grande proximité culturelle et un intérêt fort pour la langue française au Nicaragua. Pour autant, il y a beaucoup à faire, et je peux vous assurer que nous y travaillons entre Français et Nicaraguayens. Concernant les relations interuniversitaires, j'ai regardé les fiches en arrivant dans le poste, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'accords entre des universités françaises et les universités nicaraguayennes, UNAN Managua, UNAN Léon, UCA, UNA en particulier. Simplement, ces accords, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Je crois que c'est un travail que nous devons mener, que de regarder où ils en sont et quels sont les accords qui sont vivants et comment on peut les faire progresser. Nous avons à l'heure actuelle également une quarantaine d'étudiants nicaraguayens en France qui, quand ils reviendront, pourront aussi promouvoir ce type de relations. Nous donnons aussi un soutien de plus en plus important à la formation au niveau master et doctorat. L'an dernier, nous avons envoyé 2 étudiants avec des bourses sur 2015, des bourses cofinancées. Cette année, si je comprends bien, 7 étudiants bénéficieront de bourses. Il y aura 7 bourses qui seront données en 2016, dont 6 vont bénéficier à des professeurs et une à un doctorant. Alors, comme le dit Jean-Baptiste Chauvin, notre ambassadeur au Costa Rica, cela n'est pas mal, mais ça n'est pas assez. Nous devons faire plus. Mais pour faire plus, je crois qu'il faut prendre en compte, et le recteur Talavera en a parlé au début de son propos, les réalités locales du Nicaragua et la dynamique dans laquelle se trouve ce pays en ce moment. Si l'on s'en tient au PIB comme mesure de la richesse, je ne vais pas ouvrir ce débat, je le signale simplement, le PIB du Nicaragua, c'est 12 milliards de dollars, c'est donc un des pays les plus pauvres de la région, et même sans doute d'Amérique latine, 12 milliards de dollars pour une population d'environ 6 millions d'habitants. Un pays qui produit des services, qui produit aussi beaucoup de production agricole, de production minière, et un pays qui est accompagné
depuis longtemps par la coopération internationale, en particulier une coopération venue du continent américain, mais aussi beaucoup de coopération venue de l'Europe et de l'Union européenne, et aussi du continent asiatique. J'ajoute, parce que ça participe de la même logique, qu'au Nicaragua, nous avons la présence de nombreuses ONG, et parmi elles, de nombreuses ONG françaises. Vous voyez que ce que je suis en train de souligner, c'est que nous nous trouvons ici largement, pour une bonne partie, dans une problématique de développement. Et bien entendu, c'est une problématique qui touche aussi aux questions de changement climatique, et le recteur Talavera l'a également mentionné. Comme les autres pays de la région, le Nicaragua est un pays vulnérable au changement climatique. Mais je pense que notre feuille de route, que nous allons établir à la suite de notre réunion, doit prendre en compte cette dimension développement, cette problématique développement. Je crois qu'elle doit intégrer en particulier, et ce n'est pas forcément le cas seulement pour le Nicaragua, les questions de santé publique, le développement durable via notamment les sciences de l'ingénieur, et qu'elle doit approfondir les questions agronomiques, le développement de l'économie familiale et la question de l'eau. Cela étant, au-delà de cette dimension développement, le Nicaragua connaît également une dynamique importante actuellement. Le recteur Talavera l'a dit, c'est un pays qui dispose d'une bonne sécurité. Et c'est notamment grâce à cette sécurité, mais pas seulement, aussi grâce à ses habitants, à ses paysages et à ses capacités d'accueil, que le Nicaragua connaît actuellement un très fort développement touristique. Et ça, je m'en suis aperçu avant même d'arriver, dans mes conversations avec mes amis et surtout avec les enfants de mes amis en France avant de venir. Je leur disais, vous connaissez le Nicaragua, et tout le monde, tous les enfants, tous les jeunes répondaient, le Nicaragua c'est formidable, on va aller en vacances, on va aller faire du tourisme. Donc le Nicaragua est à la mode en France, je vous le signale. Donc forte augmentation des flux touristiques, il me semble que nous devons aussi accompagner cette transformation. Accompagner le développement touristique en diffusant le savoir-faire français en termes de formation professionnelle, en termes de gestion de projets touristiques. C'est quelque chose qui existe déjà. Il y a un projet qui a été lancé dans le cadre d'un préfalc en 2016 entre l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et l'UNAN Managua. Et puis, au-delà des relations universitaires et de la formation, nous devons aider nos PME qui sont particulièrement intéressés par le potentiel touristique du Nicaragua. Avant de venir à la conférence des ambassadeurs en France, comme tout ambassadeur, j'ai reçu des entreprises françaises qui venaient parler du Nicaragua. Parmi elles, beaucoup de PME voulaient tenter l'aventure au Nicaragua sur le développement touristique. Tourisme vert, hôtellerie, et parmi nos PME qui s'intéressent au Nicaragua, je signale également d'autres champs, l'énergie, les énergies propres et l'agroforesterie. En conclusion de cette rapide présentation, et encore une fois, cette présentation approximative, parce que j'arrive dans le pays et je n'ai pas eu le temps de tout regarder, bien entendu, en conclusion, je rejoindrai les propos que tenait tout à l'heure Adeline Obraz, quand il nous disait qu'il fallait nous concentrer sur des projets modestes et concrets. Il faut effectivement qu'on se concentre sur des projets modestes et concrets. Dans les domaines que j'ai cités, l'agronomie, le développement durable, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'eau, l'hôtellerie et le tourisme, je crois qu'il convient que nous travaillions à développer ce dont on a parlé pendant notre conférence, d'abord les doubles diplômes. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit ce matin, je crois, par Jean-Christophe Martin, qui représente l'Université de Nice, sur les doubles diplômes. On a toute une palette, on a beaucoup d'options qui nous sont offertes. Il faut qu'on y travaille, et qu'on travaille en particulier à la possibilité de créer des doubles diplômes à distance ou en alternance. Ensuite, on doit s'attacher à avoir davantage de bourses de formation au niveau master et doctorat, et là encore, en alternance et à distance. Et puis, dernier point, mais point très important pour moi, la formation professionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure.
Sur tous ces points, bien entendu, l'ambassade et l'IFAC vont travailler. Et on va essayer de faire le maximum avec nos partenaires nicaraguayens. Mais je profite d'être ici dans cette conférence avec vous pour dire aussi à toutes les universités françaises que nous avons besoin d'elles, que nous avons besoin de leur aide, de leur coopération pour avancer vers tous ces objectifs. Et c'est pourquoi je vous remercie les uns et les autres d'avoir été là et je vous invite à venir connaître le Nicaragua et ce que nous y faisons. Merci de votre attention.